Mes parents ont donné à ma sœur la maison qu'elle méritait, puis m'ont envoyé un SMS pour que je paie l'hypothèque. J'ai répondu, demandez au propriétaire. 2 jours plus tard, leur avocat m'a appelé en panique. Le SMS était arrivé à 21h47 un mardi, maman, le paiement de l'hypothèque est dû demain. Envoie les $800 à ta jumelle comme d'habitude. Maintenant que Danielle possède la maison, elle aura plus que jamais besoin de ton soutien. J'ai fixé l'écran de mon téléphone sur le parking du centre communautaire de Rosewood, où je venais de terminer une séance de conseil de 3 heures avec une famille confrontée à une saisie immobilière. Mes mains étaient encore sur le volant de ma Honda Accord 2014, la même voiture que je conduisais depuis l'université. La même voiture dont ma famille se moquait à chaque réunion de famille. Steven n'a toujours pas les moyens de s'offrir une vraie voiture. Steven vit toujours dans cet appartement minuscule. Steven joue toujours au héros des organisations à but non lucratif pendant que le reste d'entre nous construit des vies réelles. Mon téléphone a vibré à nouveau. Maman, as-tu vu mon message? La date limite de paiement est minuit. N'oublie pas, j'ai regardé le SMS, puis la notification juste au-dessus l'email de mon comptable arrivé il y a 20 minutes. Objet, revue du portefeuille T4, Cascade Holdings. Actifs liquides actuels, $847 000. Valeur totale du portefeuille, 23 100 000 $. J'étais riche depuis 10 ans. Ma famille n'en avait aucune idée. J'avais entendu toute la conversation à travers le mur du salon 3 heures plus tôt. Je n'étais pas censé être là. Je m'étais arrêté à la maison de mon enfance après le travail pour déposer les livres que ma mère m'avait demandé d'emprunter, une collection de mémoires qu'elle voulait pour son club de lecture. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. J'étais entré en appelant, mais personne n'avait répondu. C'est alors que j'ai entendu la voix de mon père depuis le salon. Nous donnons la maison à Danielle. Elle le mérite. Elle fonde une famille. Je me suis figé dans le couloir. Le livre a glissé de mes mains. Tu as raison, a dit ma mère. Steven a 32 ans et est toujours célibataire. Que ferait-il d'une maison de 4 chambres? Il la laisserait probablement tomber en ruine. Ma sœur Danielle a poussé un cri de joie. Oh mon Dieu, notre propre maison. Brad, nous pouvons enfin avoir cette cuisine extérieure que nous planifions. Son mari, Brad, Harry. Et le home cinéma et la cave à vin. Vous deux méritez cela, a dit mon père. Sa voix était chaleureuse, fière. Vous construisez quelque chose de réel, une famille, un avenir. C'est à cela que la maison était destinée. Je me tenais là, dans le couloir de la maison de mon enfance, portant toujours mes vêtements de travail, un pantalon kaki et une chemise de chez Target, et j'essayais de digérer ce que j'entendais. Il donnait la maison, ma maison. La maison pour laquelle je payais chaque mois depuis 10 ans. La maison qui m'appartenait. Je me suis avancé dans l'encadrement de la porte du salon. Daniel était sur le canapé, montrant des échantillons de peinture à Brad sur son téléphone. Mes parents se tenaient près de la cheminée avec des coupes de champagne. Il y avait un gâteau sur la table basse. Félicitations, Daniel et Brad, était écrit avec un glaçage violet. Ils avaient fait une fête. Ils l'avaient planifiée. Ils l'avaient célébrée. Personne ne m'en avait parlé. Steven. Le sourire de ma mère a légèrement faibli. Que fais-tu ici? J'ai apporté tes livres. Ma voix sonnait creux. Je les ai laissés sur la table d'entrée. Oh, merci. Elle a échangé un regard avec mon père. Eh bien, puisque tu es là, nous avons une nouvelle passionnante. J'ai entendu. N'est-ce pas merveilleux? Danielle a bondi du canapé. Elle avait 28 ans, blonde, pétillante, tout ce que je n'avais jamais été. Nous allons avoir tellement d'espace. Brad dessine déjà la cuisine extérieure. Il y aura un four à pizza intégré et tout le reste. Félicitations, ai-je dit. Le mot m'a fait l'effet d'un morceau de verre dans la bouche. Ne boude pas, Steven, a dit ma mère. Elle avait ce ton, celui qu'elle utilisait quand elle pensait que j'étais difficile. Tu devrais être content pour ta sœur. La famille est de la famille. J'ai regardé mon père, l'homme qui m'avait appris à lancer une balle de baseball, à changer un pneu, à équilibrer un chéquier. L'homme qui s'était assis avec moi quand j'avais 16 ans pour me dire que le succès signifiait la stabilité, la responsabilité et le soin des personnes qui comptent. Il n'a pas jeté un seul regard vers moi. Je dois y aller, ai-je dit. Reste pour le gâteau, a insisté Daniel.
Il y en a plein. J'ai du travail demain. Je suis parti avant que quiconque ne puisse protester. Je suis resté assis dans ma voiture dans leur allée pendant 10 minutes, les mains tremblantes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ils avaient donné ma maison. Puis mon téléphone a vibré avec le rappel de l'hypothèque. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a basculé. Laissez-moi vous ramener 10 ans en arrière. J'avais 22 ans, fraîchement diplômé de l'Université d'État de l'Oregon avec un diplôme en informatique et une mineure en mathématiques appliquées. J'avais passé ma dernière année à construire un algorithme, un outil d'analyse de risque pour les prêts hypothécaires capable de prédire la probabilité de défaut avec une précision de 94,7%. C'était censé être mon projet de thèse. À la place, je l'ai vendu à une start-up de fintech appelée Precision Analytics pour $150 000. Mon père a été fier pendant exactement 3 jours. Puis il a été licencié. Laurence Holloway, mon père, avait travaillé comme directeur régional pour la Pacific Northwest Banking pendant 18 ans. Il était bon dans son travail, excellent, même jusqu'à ce qu'un audit interne révèle qu'il approuvait des prêts pour des amis et des membres de la famille qui ne répondaient pas aux critères de qualification. Rien de criminel, juste du travail bâclé, du népotisme et un non-respect de la politique de l'entreprise. Ils lui ont donné 2 semaines d'indemnité de départ et un accord de non-divulgation. 3 mois plus tard, mes parents étaient confrontés à une saisie. Ils sont venus me voir un samedi matin. Je vivais dans un studio à Portland, travaillant en freelance comme codeur, essayant de comprendre quoi faire du reste de ma vie. Ma mère pleurait. Mon père semblait livide, diminué. « Nous avons 3 mois de retard », a-t-il dit. La banque ne veut pas négocier. Ils accélèrent le prêt. Nous avons 60 jours avant qu'ils ne saisissent la maison. Combien devez-vous, ai-je demandé. Au total, $210 000. Mais pour rattraper le retard et éviter la saisie, nous avons besoin de $42 000. Steven, je sais que tu as cet argent de ton algorithme. Je sais que c'est ton avenir, mais si tu pouvais juste. Je m'en occupe, ai-je dit. Le soulagement s'est lu sur leur visage. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà gagné $100 000 de plus au cours des 3 mois suivant l'obtention de mon diplôme. J'avais construit 2 autres algorithmes, en avais vendu un et loué la licence de l'autre. J'avais de l'argent, du vrai argent. Mais je connaissais aussi mon père, je connaissais ses habitudes. Je savais que si je leur donnais simplement $42 000, ils les dilapideraient en 6 mois et se retrouveraient exactement dans la même situation. Alors, je ne leur ai pas donné l'argent. J'ai acheté la maison pas directement, car cela aurait été trop évident. À la place, j'ai créé Cascade Holdings LLC, une société du Delaware avec une structure de propriété anonyme. J'ai engagé une avocate d'affaires nommée Patricia Reeves, qui avait 15 ans d'expérience en droit immobilier, pour s'occuper des papiers. « Vous voulez racheter l'hypothèque de vos parents ?» m'avait-elle demandé lors de notre premier rendez-vous. C'est inhabituel. Ils ne savent pas que j'ai de l'argent, avais-je expliqué. Si je leur donne simplement de l'argent liquide, ils vont le gaspiller. Mais si je possède l'hypothèque, je peux m'assurer qu'ils ne soient jamais en défaut de paiement. Je peux les protéger contre eux-mêmes. Patricia m'a observé par-dessus ses lunettes de lecture. Vous réalisez que cela pourrait se retourner contre vous de manière spectaculaire s'ils l'apprennent un jour. Ils ne l'apprendront pas, elle a rédigé les documents. Cascade Holdings LLC a racheté l'hypothèque à la Pacific Northwest Banking pour $187 000, une remise en raison du statut de défaut. Je suis devenu leur prêteur. Leur banque. Et pendant 10 ans, j'ai payé leur hypothèque chaque mois. Parfois ils se souvenaient de m'envoyer le paiement, parfois non. Quand ils oubliaient, je le couvrais avec mon salaire d'organisation à but non lucratif $45 000 par an pour conseiller des familles confrontées à la saisie, ce que je faisais parce que je croyais vraiment à l'aide aux gens pour qu'ils gardent leur maison. L'ironie ne m'échappait pas. Mes parents n'ont jamais remis en question la destination de l'argent. Ils pensaient que je m'en sortais à peine, vivant au jour le jour dans mon « triste petit appartement », comme l'appelait ma mère. Ils n'avaient aucune idée que mon triste petit appartement était en fait un appartement en copropriété entièrement payé avec vue sur la ville. Que ma Honda Accord n'avait que 47 000 miles au compteur parce que je possédais aussi une Tesla que je gardais dans un garage de stockage à l'autre bout de la ville. Que le salaire de l'organisation à but non lucratif était un revenu supplémentaire alors que ma véritable richesse provenait des 4 entreprises que j'avais créées et vendues, du portefeuille d'investissement qui rapportait 18% par an et des actifs immobiliers commerciaux répartis dans 3 États.
Je vivais comme si j'étais pauvre parce que c'était plus facile que d'expliquer, plus facile que de voir ma famille me traiter différemment, plus facile que de devenir la banque à qui il devait de l'argent. Mais maintenant, assis sur ce parking en fixant le SMS de ma mère, j'ai réalisé quelque chose. Il ne m'avait jamais estimé, ne m'avait jamais vu, n'avait jamais dit merci une seule fois pour une décennie de paiement, et il venait de transférer l'acte de propriété à ma sœur sans en informer leur prêteur. C'était une rupture de contrat, une rupture majeure. En droit hypothécaire, on appelle cela une clause d'exigibilité immédiate. Si vous transférez la propriété d'un bien sans l'approbation du prêteur, celui-ci peut accélérer le prêt et exiger le paiement intégral immédiatement. Mes parents venaient de déclencher cette clause. J'ai ouvert mes messages, tapé ma réponse, demandé au propriétaire, appuyé sur envoyer, puis j'ai appelé Patricia Reeves. Steven. La voix de Patricia était vive malgré l'heure tardive. Elle était probablement en train de réviser des contrats, elle l'était toujours. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont violé la clause d'exigibilité immédiate. Ils ont transféré l'acte à ma sœur sans autorisation. J'ai besoin que tu envoies l'avis d'accélération ce soir. Silence à l'autre bout du fil. Es-tu sûr, a-t-elle fini par demander. Car une fois que nous l'aurons envoyé, il n'y aura pas de retour en arrière. Ils auront 30 jours pour payer le solde complet ou faire face à la saisie. C'est. J'ai entendu un froissement de papier. 247 600 $ de capital restant. Envoie-le. Steven, c'est ta famille. Je sais exactement qui ils sont. Mes mains étaient stables maintenant. Calme. Envoie l'avis. Courrier recommandé, email peu importe le mode de livraison. Je veux qu'il soit au courant d'ici demain matin. Très bien. Encore des froissements de papier. Je vais demander à mon clerc de le rédiger ce soir. Mais Steven, quand ça va exploser et ça va exploser, tu dois être prêt. Ce genre de révélation détruit des familles. La mienne était déjà détruite, ai-je dit. Il ne le savait pas encore. L'avis est arrivé à 9h30 le lendemain matin. Je le sais parce que je suivais la livraison du courrier recommandé en ligne. J'ai vu le statut passer de « en cours de livraison » à « livré » signé par elle. Holloway, à 9h33. Mon père. J'étais au centre communautaire en train d'animer un atelier de planification budgétaire pour 3 familles qui avaient 2 mois de retard sur leurs hypothèques, leur apprenant comment négocier avec les prêteurs, comment documenter leurs difficultés et comment se battre pour leur maison. L'ironie était toujours là. Mon téléphone a commencé à vibrer à 10h15. Papa, appel manqué. Papa, appel manqué. Papa, appel manqué. Maman, appel manqué. Je les ai laissés sonner. J'ai terminé l'atelier. J'ai aidé une mère célibataire à remplir sa demande d'aide. J'ai expliqué à un vétéran comment demander un délai de grâce. À midi, j'avais 17 appels manqués. À 12h45, j'ai reçu un SMS de Daniel, « C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que t'as fait ?» Papa fait une crise de panique. Appelle-le tout de suite. Je ne l'ai pas fait. À 14h30, mon téléphone a sonné à nouveau. Un numéro différent. Je ne l'ai pas reconnu. J'ai répondu. Monsieur Holloway, ici James Chen du cabinet Chen et Associates. J'appelle au nom de Laurence et Patricia Holloway concernant un avis d'accélération qu'ils ont reçu de Cascade Holdings LLC. Un avocat. Ils avaient déjà engagé un avocat. Comment puis-je vous aider, ai-je demandé. Mes clients ont reçu un avis ce matin affirmant qu'ils sont en défaut de paiement sur leur hypothèque et exigeant le paiement intégral de 247 000 $ sous 30 jours. Nous pensons qu'il s'agit d'une erreur ou peut-être d'un document frauduleux. Nous aimerions résoudre cela rapidement avant d'engager des poursuites contre Cascade Holdings pour harcèlement et, ce n'est pas frauduleux, ai-je dit. Vos clients ont violé la clause d'exigibilité immédiate de leur contrat hypothécaire en transférant la propriété du bien sans l'autorisation du prêteur. C'est une rupture substantielle. L'accélération est légale et exécutoire. Silence. Je vois. Le ton de James Chen a changé, devenant plus prudent. Et vous êtes ? Je suis Steven Holloway. Je suis également le propriétaire principal de Cascade Holdings LLC. Je suis leur prêteur, Monsieur Chen. Je le suis depuis 10 ans, et ils viennent de donner ma propriété sans permission. L'avocat a émis un son entre un tout sautement et un rire. Seigneur.
C'est une affaire de famille, n'est-ce pas? Plus maintenant. Monsieur Holloway Steven, je suis obligé de vous dire que si vous procédez à cette saisie contre vos propres parents, l'image que cela renverra sera extrêmement mauvaise. Vous serez probablement dépeint comme « je me fiche de l'image », ai-je dit. Je me soucie des droits de propriété. Vos clients ont 30 jours pour payer le solde intégral ou évacuer les lieux. Ce sont leurs options. Ils n'ont pas ce genre d'argent. Vous savez qu'ils ne l'ont pas. Alors je leur suggère de demander à la nouvelle propriétaire, ma sœur, de les aider. J'ai raccroché. Mon téléphone a explosé d'appels, de messages et de messages vocaux. J'ai tout ignoré jusqu'à 18 h, quand mon père a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Il avait probablement emprunté le téléphone de quelqu'un parce que j'avais arrêté de répondre au sien. Contre mon meilleur jugement, j'ai décroché. « Steven, qu'est-ce que tu as fait, bordel ?» Sa voix était pure panique, tremblante. « Une société, Cascade Holdings. Ils disent que nous sommes en défaut. Ils exigent le remboursement intégral du prêt. 250 000 $. Nous avons 30 jours où ils prennent la maison. Tu dois arranger ça. Tu es doué pour ces trucs-là. Tu travailles avec les hypothèques. Appelle-les. Dis-leur que c'était une erreur. » J'étais assis dans ma voiture devant mon immeuble, regardant le coucher de soleil sur le centre-ville de Portland. Le ciel était orange et violet. Magnifique. Je ne peux pas faire ça, papa. Pourquoi pas, Steven? C'est sérieux. Nous pourrions tout perdre. J'ai besoin que je ne peux pas les appeler, ai-je dit, parce que je ne peux pas m'appeler moi-même. La ligne est devenue totalement silencieuse. J'entendais une respiration saccadée, confuse. De quoi parles-tu? Cascade Holdings, ai-je dit. Ma voix était parfaitement stable, calme, comme si j'expliquais une feuille de calcul budgétaire à un client. C'est moi, papa. Je suis Cascade Holdings. Je suis ton prêteur depuis 10 ans. J'ai racheté ton hypothèque quand tu faisais face à la saisie. Je l'ai payé chaque mois, et tu viens de transférer l'acte à Daniel sans ma permission. Je l'ai entendu lâcher le téléphone. Je l'ai entendu s'entrechoquer sur ce qui ressemblait à une table. J'ai entendu la voix de ma mère en arrière-plan, « Laurence ? Laurence, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il a dit ?» Je l'ai entendu lui dire. Je l'ai entendu hurler. Mon père a repris le téléphone. Sa respiration était laborieuse, lourde. Tu nous as menti pendant tout ce temps. Tu étais riche et tu nous as laissé croire, je vous ai sauvé, ai-je interrompu. J'ai sauvé votre maison quand vous étiez à 3 mois de la saisie. Quand la banque refusait de négocier, quand vous êtes venu me supplier. Je ne vous ai pas simplement donné de l'argent que vous auriez dilapidé en 6 mois. J'ai acheté l'hypothèque. Je suis devenu votre prêteur et je l'ai payé chaque mois. Même quand vous oubliez, même quand vous dépensiez l'argent pour d'autres choses, j'ai couvert les frais. Nous sommes ta famille. La voix de ma mère était perçante en arrière-plan, tout près du téléphone maintenant. Elle l'avait arraché des mains de mon père. Comment as-tu pu nous faire ça? Garder des secrets. Nous espionner? Espionner? J'ai ri. C'était un rire froid, amer. Je vous ai donné une maison, maman. Je vous ai donné 10 ans de stabilité, et tu viens de donner ma propriété à Daniel sans même me demander, sans même me le dire. Vous avez fait une fête avec un gâteau, et personne n'a pensé à mentionner que vous donniez la maison que je paie. Nous ne savions pas, a-t-elle hurlé. Exactement. Silence lourd, épais. Steven, s'il te plaît. Mon père avait repris le téléphone. Sa voix s'est brisée. Nous avons fait une erreur. Nous aurions dû te le dire. Nous aurions dû demander. Mais ne fais pas ça. Ne prends pas la maison. C'est ici que nous t'avons élevé, là où ta mère et moi avons vécu pendant 34 ans. C'est notre foyer. C'est ma maison, ai-je dit. Elle l'est depuis une décennie. Et vous l'avez donnée à Daniel parce que vous pensez qu'elle la mérite plus que moi. Ce n'est pas, nous ne voulions pas, vous avez 30 jours, ai-je dit. Le même délai que vous m'avez donné quand j'avais 22 ans et que vous aviez besoin d'aide. Débrouillez-vous. J'ai raccroché. Mon téléphone a vibré immédiatement. SMS après SMS. Papa, s'il te plaît, rappelle-nous. Maman, tu es cruel et vindicatif.
Daniel, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas que tu payais quoi que ce soit. S'il te plaît, ne nous punis pas pour leur erreur. Brad, on peut trouver une solution. La famille ne fait pas ça à la famille. J'ai éteint mon téléphone. 3 jours plus tard, ils se sont présentés à mon appartement. Tous les 4. Debout dans le hall de mon immeuble à 7 heures un samedi matin. Le portier a appelé, d'un ton désolé. Monsieur Holloway, vous avez des visiteurs. Ils disent être de votre famille. Dois-je les faire monter? J'aurais pu dire non. J'aurais pu demander à la sécurité de les escorter dehors. À la place, j'ai dit oui parce qu'une partie de moi voulait qu'ils voient. Je voulais qu'ils voient ce qu'ils avaient manqué. Je les ai fait monter au 8e étage. Quand j'ai ouvert la porte, le visage de ma mère est devenu livide. Mon appartement faisait 170 mètres carrés. Des baies vitrées du sol au plafond surplombant la ville. Parquet en bois massif, cuisine moderne avec comptoir en marbre, œuvre d'art originale au mur, pas des reproductions, de vraies peintures d'artistes locaux que j'avais commandées. Ce n'était pas un triste petit appartement. Il valait 1,2 million de dollars. Steven. La voix de ma mère était petite, confuse. Tu habites ici? Depuis 6 ans. Je me suis écarté. Entrez. Ils sont entrés lentement. Daniel regardait autour d'elle les yeux grands ouverts. Brad n'arrêtait pas de toucher les objets, le canapé en cuir, l'étagère, l'îlot central de la cuisine, comme s'il essayait de confirmer qu'ils étaient réels. Mon père restait simplement dans l'entrée à me fixer. S'il te plaît, a-t-il fini par dire. Son visage était gris, épuisé. Il avait vieilli de 10 ans en 3 jours. Nous ferons n'importe quoi. Nous te rembourserons, nous signerons des papiers, tout ce que tu veux. Juste, ne prends pas la maison. Je les ai regardés, cette famille qui s'était moquée de ma voiture, de mon travail, de ma vie. Cette famille qui n'avait jamais demandé une seule fois si j'allais bien, si j'étais heureux, si j'avais besoin de quoi que ce soit. Cette famille qui avait donné ma maison sans me le dire. Asseyez-vous, ai-je dit. Nous nous sommes assis dans mon salon, eux sur le canapé, moi dans le fauteuil en face d'eux. Combien possèdes-tu? A demandé ma mère. Sa voix était enrouée. 8 chiffres, ai-je dit. Plus ou moins. Daniel a émis un son ressemblant presque à un sanglot. Et tu nous as simplement laissé penser que tu étais pauvre, que tu galérais? Les mains de mon père tremblaient. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que je voulais voir si vous m'estimeriez sans argent, ai-je dit. Je voulais savoir si vous respecteriez le travail que je fais, aider des familles à garder leur maison, même si vous pensiez que je survivais à peine. Je voulais savoir si vous me traiteriez comme un membre de la famille parce que je suis votre fils, pas parce que je suis votre banque. Nous t'estimons, a commencé ma mère, mais j'ai levé la main. Vous avez donné la maison à Daniel parce qu'elle fonde une famille. Parce qu'elle le mérite. Vous avez dit que je ne saurais pas quoi faire de 4 chambres parce que je suis célibataire et que j'ai 32 ans. Vous avez passé 10 ans à faire des blagues sur ma vie, ma voiture, mes choix. Et pas une seule fois, pas une seule et unique fois vous n'avez dit merci pour le paiement de votre hypothèque. Nous ne savions pas, a dit Daniel. Des larmes coulaient sur son visage. Steven, je te jure, si j'avais su, tu aurais quoi? Tu m'aurais traité différemment? Je l'ai regardé, ma petite sœur qui avait toujours été la préférée. L'enfant chéri. C'est là qu'est le problème, Daniel. Je ne voulais pas être traité différemment. Je voulais juste être traité comme un membre de la famille. Mon père s'est penché en avant, la tête dans les mains. Qu'est-ce que tu attends de nous, a-t-il demandé. De l'argent? Des excuses? Dis-nous simplement comment réparer ça. J'y avais réfléchi pendant 3 jours, imaginé différents scénarios, différentes fins. La maison est à vous, ai-je dit finalement. Le soulagement a envahi leur visage. Mais j'ai continué, c'est la dernière chose que vous recevrez de moi. J'efface la dette. L'hypothèque est payée en totalité. Patricia vous enverra l'acte de mainlevée la semaine prochaine. La maison appartient à Daniel, comme vous le vouliez. Steven, a commencé mon père. Je coupe aussi tout lien financier. Plus d'argent, plus d'aide, plus d'appels d'urgence à 2 heures du matin pour me demander de régler vos problèmes. Vous vouliez que Daniel ait tout. Elle peut tout avoir, y compris la responsabilité.
L'expression de ma mère est passée du soulagement à la colère en une demi-seconde. Tu ne peux pas simplement abandonner ta famille. Je n'abandonne personne, ai-je dit calmement. Je fixe des limites saines. Celles que j'aurais dû fixer il y a 10 ans. C'est donc tout? Mon père s'est levé. Son visage était rouge maintenant, furieux. Nous avons fait une erreur. Une seule erreur, et tu nourrais simplement de ta vie après tout ce que nous avons fait pour toi? Après t'avoir élevé, payé tes études. Vous n'avez pas payé mes études, ai-je dit. J'avais une bourse complète. Vous vous souvenez? Vous m'avez quand même obligé à contracter des prêts étudiants parce que vous disiez que je devais apprendre la responsabilité financière. Je les ai remboursés en 2 ans avec l'argent de ma première vente d'algorithmes. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Et pour ce qui est de m'avoir élevé, vous l'avez fait. Vous étiez de bons parents quand j'étais jeune. Mais quelque part en chemin, vous avez cessé de me voir, cessé de m'estimer. Je suis devenu l'enfant pratique, celui qui aiderait toujours, paierait toujours, viendrait toujours, et vous en avez profité. Ce n'est pas juste, a dit ma mère. Donner la maison de quelqu'un sans lui demander ne l'est pas non plus. Brad s'est levé, posant une main sur l'épaule de Daniel. Nous devrions y aller, a-t-il dit doucement. Laissons tout le monde se calmer. On reparlera plus tard, quand il n'y aura plus rien à dire, ai-je dit. La maison est à vous. L'hypothèque est effacée. Considérez cela comme mon dernier cadeau. Mais j'en ai fini d'être votre banque, votre plan de secours, votre filet de sécurité. Daniel pleurait plus fort maintenant. Steven, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons la famille et de la famille, n'est-ce pas? Je l'ai regardé. C'est ce que maman a dit. Alors, aidez-vous les uns les autres. Vous avez la maison. Vous avez les uns les autres. Vous vous en sortirez. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Ils sont sortis lentement, un par un. Daniel n'arrêtait pas de se retourner comme si elle attendait que je change d'avis. Je ne l'ai pas fait. Mon père a été le dernier à sortir. Il s'est arrêté sur le pas de la porte. Tu fais une erreur, a-t-il dit. Couper les ponts avec ta famille par orgueil, pour de l'argent. Tu le regretteras. Peut-être, ai-je dit. Mais au moins, je le regretterai dans une maison qui m'appartient vraiment. J'ai fermé la porte. 6 mois plus tard, je suis assis dans mon bureau d'un nouveau centre communautaire à Seattle. Les opérations se sont agrandies. Nous aidons maintenant 40 familles par mois au lieu de 12. J'ai engagé 3 conseillers de plus, ouvert une clinique d'aide juridique. Ce travail compte. Il a toujours compté. Mon téléphone vibre. Un SMS d'un numéro inconnu. Inconnu, c'est Daniel. J'utilise un nouveau numéro parce que tu as bloqué l'ancien. Papa a eu une crise cardiaque la semaine dernière. Il va bien, il est stable, mais il te réclame. S'il te plaît, appelle. Je fixe le message pendant un long moment. Une partie de moi veut t'appeler, veut prendre de ses nouvelles, veut être le bon fils. Mais je me souviens de la conversation à travers le mur, Steven a 32 ans et est célibataire. Que ferait-il d'une maison de 4 chambres? Je me souviens du SMS, maintenant que Daniel possède la maison, elle aura plus que jamais besoin de ton soutien. Je me souviens de 10 ans de paiement, 0 merci. Je supprime le message. Patricia m'appelle cet après-midi-là. J'ai vu les registres fonciers. Ils ont vendu la maison, ont obtenu 740 000 $, et ont emménagé dans un appartement en ville. Tant mieux pour eux, dis-je. Steven, sa voix est prudente. Ton père a eu une crise cardiaque. Daniel a essayé de te joindre. Je sais. Et alors? Et j'espère qu'il se rétablira, sincèrement, mais je ne reviendrai pas, elle reste silencieuse un moment. Tu sais, en toutes mes années de pratique du droit, j'ai vu beaucoup de disputes familiales. La plupart se terminent mal, mais parfois rarement les gens ont besoin de toucher le fond avant de comprendre ce qu'ils ont perdu. Peut-être, dis-je. Ou peut-être que certaines personnes ne comprendront jamais. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus mon problème. C'est juste. Elle marque une pause. Pour ce que ça vaut, tu as fait ce qu'il fallait. Fixer des limites n'est pas de la cruauté. C'est de la survie. Après avoir raccroché, je m'assois dans mon bureau et j'y réfléchis.
À la survie, aux limites, à la différence entre aider les gens et les assister. À la maison que je n'ai jamais voulu mais que j'ai payée quand même. À la famille qui ne m'a jamais vu jusqu'à ce que je leur retire quelque chose. Mon téléphone vibre à nouveau. Un autre message. Inconnu, s'il te plaît. Il te réclame. Il est désolé. Nous sommes tous désolés. Pouvons-nous parler? J'éteins mon téléphone. Parce que voici ce que j'ai appris, la famille n'est pas une question de sang. Ce n'est pas une question d'obligation, de culpabilité ou d'histoire commune. C'est une question de présence, de regard et d'estime mutuelle. Et parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de s'en aller. Ils ont eu leur maison, leur gâteau et leur célébration. J'ai eu mes limites. Nous avons tous deux obtenu exactement ce que nous méritions.